Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Olivier Villard, je suis cancérologue à l'hôpital Cochin-Port-Royal à Paris. Euh, je vais vous parler cancer du sein et sensibilisation sur le dépistage. Euh, on m'a demandé d'intervenir parce que j'interviens avec Eddy dans le module de formation podologie et cancer, et où il y a souvent un petit topo donc, sur le cancer du sein au sein de différents cancers et de la prise en charge podologique des différents effets indésirables possibles des traitements. Euh, alors, quelques généralités, mais ça va assez rapidement sur les cancers. Évidemment, Octobre Rose, on parle du cancer du sein, mais c'est aussi important de le remettre dans le contexte de l'ensemble des cancers, de ce fléau que le cancer globalement, avec quelques données épidémiologiques sur les cancers. En 2018, donc hier, et c'est encore valable aujourd'hui, le cancer représente 389 000 nouveaux cas en France. Avec un partage à peu près équivalent entre les cancers qui arrivent chez les femmes et les cancers qui arrivent chez les hommes. Et chez les hommes, le cancer de prostate est le plus fréquent. Vous voyez, c'est 25%, donc un quart des cancers, assez loin devant les autres, le deuxième étant le cancer du poumon, 15%. Chez les femmes, la grande majorité, donc 33% des nouveaux cas de cancer, ce sont des cancers du sein, donc 58 500 nouveaux cas par an. Et les autres sont assez loin derrière. Et on peut le retenir pour la suite, le cancer du poumon notamment représente 15 000 cas, mais augmente de manière importante, c'est plus 5% sur un an. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que malheureusement, le cancer, ça reste une maladie qui tue beaucoup. Autant on était à peu près à égalité pour les nouveaux diagnostics, autant pour les décès, donc 157 000 décès par an. Il y a plus de décès chez les hommes, notamment parce que le cancer du poumon était plus fréquent. Et vous voyez qu'alors que le cancer de la prostate était 25% des diagnostics, il est loin derrière par rapport aux décès, loin derrière les cancers du poumon. Et c'est important à avoir en tête parce que c'est vrai, et c'est très important d'en parler aujourd'hui, les cancers du sein sont la première cause de décès, mais finalement chez la femme, mais ça a tendance à diminuer avec une augmentation des cancers du poumon à cause du tabagisme. Et donc, sur un message de prévention des cancers, c'est important de bien avoir l'impact du tabagisme en tête. Et justement, dans les cancers qui peuvent être évités, la manière dont l'Institut national du cancer présentait ça sur sa dernière monographie, c'est que 40% des cancers peuvent être évités, pourraient être évités, parce qu'ils sont liés à des causes évitables. La première d'entre elles, donc pour 20% des cas estimés, c'est le tabac, mais il y a aussi l'alcool, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, certaines infections, notamment virales, des expositions professionnelles, les rayonnements UV, ça c'est particulièrement vrai pour les cancers cutanés, les mélanomes, les radiations ionisantes, le manque d'activité physique, les traitements hormonaux, ne pas avoir allaité, les particules fines, la pollution, donc particulièrement pour le poumon. Et si on regarde spécifiquement pour le cancer du sein, dans les causes évitables, c'est autour du surpoids et de l'obésité, mais aussi l'alcool et aussi le tabac. Donc, certains facteurs évitables à éviter globalement pour les cancers et notamment pour les cancers du sein. Et ce sujet du cancer, il est majeur parce que, on l'a vu, c'est une maladie grave qui peut tuer, mais parce que même quand on arrive à la guérir, ce qu'on sait faire de plus en plus souvent maintenant, malheureusement, les gens gardent des séquelles de la maladie ou des traitements. Et dans cette enquête, 5 ans après, chez des patients qui avaient été traités, 63,5% des personnes disaient encore souffrir de séquelles. 73% avaient eu des douleurs dans les 15 derniers jours. Plus de la moitié des personnes étaient fatiguées ou avaient une limitation de leur activité physique. Et puis, un tiers des personnes à peu près rapportaient une dégradation persistante de leur qualité de vie mentale. Donc, un impact majeur de ces maladies, notamment en termes de séquelles. Et plus on va diagnostiquer les maladies tardivement, plus nos traitements vont être lourds et agressifs, plus ils risquent d'avoir des séquelles. Il y a aussi un impact important sur le retour à l'emploi. Je ne vais pas détailler ce qui est écrit, mais globalement, le retour à l'emploi est difficile. Et une personne sur 5 a perdu son emploi 5 ans après le diagnostic. Donc voilà pour le tableau un peu général des cancers. Et puis on va s'intéresser plus particulièrement au cancer du sein en ce mois d'Octobre Rose.
En termes d'épidémiologie, ça rejoint ce que je vous ai dit avant. C'est à peu près 60 000 nouveaux cas en 2018 de cancer du sein en France, donc ce qui est en petite augmentation, disons assez stable. Et c'est 12 000 décès en 2018, donc ce qui est en petite diminution. C'est un cancer qui se traite plutôt bien par rapport à d'autres cancers, mais c'est assez hétérogène au sein des cancers du sein. Et on a notamment, je regardais le mot du chat pour les questions que vous pourriez avoir pour après. Et on a un taux de survie à 5 ans de 87%, encore une fois, ce qui est bien au sein des cancers, mais ce qui représente une réalité assez hétérogène en fonction des maladies. Et en 2017, il était évalué qu'il y avait un peu plus de 900 000 personnes, principalement des femmes, mais aussi quelques hommes, qui avaient un cancer, qui vivaient avec un cancer du sein, ce qui, bien sûr, est énorme. Dans les facteurs de risque, le principal facteur de risque, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus il y a un risque que ça se développe. Et 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. Mais il y a aussi des antécédents médicaux, des antécédents personnels, des antécédents familiaux. Comme je vous le disais, la consommation d'alcool et de tabac, ainsi que le surpoids et le manque d'activité physique, donc des causes évitables. Et puis certains traitements hormonaux de la ménopause. Alors ça, c'est vrai. C'était vrai, c'est de moins en moins vrai parce qu'on connaît ça et maintenant on fait attention à la prescription de ces traitements. Il y a certaines prédispositions génétiques, les anomalies de BRCA, celles qui sont les plus connues, mais il y a d'autres syndromes génétiques. Et puis le fait de ne pas avoir allaité qui augmente le risque de cancer du sein. Alors comment on diagnostique un cancer du sein ? Une cause fréquente et celle qu'on préfère avoir, c'est un diagnostic sur le dépistage. L'objectif du dépistage, qui est un dépistage de masse, un dépistage centralisé par la sécurité sociale, l'objectif, c'est de détecter le cancer à un stade peu avancé, le moins avancé possible, où il sera accessible à un traitement curatif, ou en tout cas, on pourra le soigner plus facilement, et puis à un stade précoce qui permettra de mettre en œuvre des traitements les moins lourds possibles, qui donneront le moins de séquelles possibles. Et donc pour ça, il a été estimé que c'était utile et important de proposer à toutes les femmes entre 50 et 74 ans, donc de les inviter à se faire dépister par une mammographie tous les 2 ans. Alors quand on a des facteurs personnels de sur-risque de cancer, notamment une prédisposition génétique, on va commencer cette surveillance, ce dépistage avant 50 ans, mais quand on n'est pas particulièrement à risque, donc c'est entre 50 et 74 ans que c'est proposé. Le diagnostic de cancer du sein, il peut aussi survenir à cause d'un symptôme local ou régional. Je vais le détailler sur la diapo d'après, et notamment avec l'autopalpation d'une masse du sein ou une modification de l'aspect du sein, voire d'une masse ganglionnaire. Je vais redétailler ça après. Et puis malheureusement, parfois, le diagnostic est fait à un stade beaucoup plus avancé, et c'est l'évolution d'une métastase qui va conduire au diagnostic. Alors ça, c'est une diapo que Eddy m'a proposé de mettre, qui effectivement est très visuelle et parle très bien sur ce qui est important à surveiller. Donc, elle est intitulée « À quoi le cancer du sein peut ressembler à l'œil et au toucher ?» Et donc, elle fait référence à l'auto-examen qu'on peut faire de ces seins. Le cancer, il peut se manifester par une masse épaisse. Donc là, c'est des citrons à chaque fois. Et là, ce qu'on ne voit pas très bien, je suis désolé, mais c'est un endroit où il y a une zone qui va être plus épaisse et qui correspond à la manière dont peut se manifester un cancer. Mais ça peut aussi être une fossette, donc une certaine rétraction de la peau, avec une tumeur qui est plus profonde, qui va attirer à elle la peau, donc qui va se manifester par cette petite dépression au niveau mammaire. Il peut également avoir une croûte sur le mamelon. Il peut avoir un aspect rouge ou chaud dans le cas de tumeurs inflammatoires, comme ce qui est décrit ici. On peut avoir un liquide, une expulsion de liquide inhabituelle, donc notamment coloré, éventuellement sanglant. Puis il peut avoir des lésions, comme on voit ici, avec un peu de rétraction, mais aussi une petite tache noire. Une forme assez classique sur des petites tumeurs, c'est cette grosseur dure, un peu comme s'il y avait un pépin qu'on peut palper sous la peau. On peut également voir un aspect de peau d'orange, comme c'est représenté ici. Il peut avoir une forme ou une taille modifiée d'un des deux seins, c'est ce que schématise cette image-là. Une rétraction mamelonnaire, un mamelon qui va être enfoncé.
une veine grossie, c'est ce qu'on voit ici, une veine qui va être dilatée, qui va être grossie sur la peau, et puis éventuellement une bosse, mais c'est une forme assez peu fréquente. Alors évidemment, c'est l'apparition, l'installation d'une anomalie comme ça qui pose question, en particulier pour la veine, c'est le fait qu'il y ait cette veine qui n'était pas comme ça avant, qui apparaît. Alors, je vous propose quelques diapos de physiopathologie, c'est pour vous expliquer où et comment peut se développer donc, le cancer du sein. Donc ça, c'est une coupe de sein normale. Et quand on parle de cancer du sein, on s'intéresse principalement aux structures caractéristiques du sein, donc les glandes mammaires et les canaux galactophoriques. On peut avoir des cancers des tissus de soutien, de la graisse, des muscles ou des os. Et dans ce cas-là, c'est plutôt, c'est pas des cancers du sein, c'est des sarcomes habituellement des tissus de soutien. Donc quand on parle cancer du sein, c'est vraiment un cancer qui est issu soit de cette structure de ce canal, soit de cette glande. Le canal normal, il a cet aspect-là, et puis il peut se produire des anomalies à l'intérieur qui vont conduire à la prolifération anormale de cellules, donc de cellules cancéreuses. Et dans un premier temps, elles vont être cantonnées, ces cellules, au canal, elles vont être bloquées par la membrane autour, et c'est ce qu'on va appeler un carcinome ductal ou carcinome canalaire in situ. In situ, ça veut dire que ça n'a pas encore franchi cette membrane. Ceci dit, avec l'évolution, elle va à un moment être franchie par les cellules cancéreuses, et c'est ce qu'on appelle un cancer invasif dans ce cas-là. Et ce qui est dangereux avec cette invasion, c'est que ça peut se propager localement, mais surtout, ça peut atteindre les vaisseaux lymphatiques ou les vaisseaux sanguins, avec un risque à ce moment-là de migration à distance, ce qui va faire toute la gravité de ces maladies que sont les cancers. Cette anomalie, donc là, on la voyait dans les canaux galactophoriques, donc les canaux qui amènent le lait de la glande jusqu'à l'extérieur, mais elle peut également survenir, ces anomalies, elles peuvent survenir dans la glande elle-même, et donc ça va être ce qu'on appelle un carcinome lobulaire, qui de la même manière peut commencer par être in situ, donc bloqué par la membrane, mais au bout d'un moment, cette membrane peut être franchie, donc le carcinome devient invasif, avec un risque de dissémination à distance. Je vous ai parlé des ganglions. Donc les ganglions, les chaînes ganglionnaires, les chaînes lymphatiques, c'est des structures qu'on a physiologiquement et qui permettent de drainer la lymphe, disons les déchets et puis le système immunitaire. Et donc pour le sein, il y a deux axes de drainage principaux. L'axe, la chaîne mammaire interne pour ce qui se passe dans la partie interne du sein. Et donc si on a une tumeur mammaire plutôt dans la partie interne, la dissémination sera plutôt sur cette chaîne-là, qui est une chaîne profonde et qu'on ne peut pas palper. Par contre, si le cancer est plutôt externe, la dissémination se fera plutôt par cette chaîne ganglionnaire, donc la chaîne axillaire, qui est superficielle dans cette zone-là. Et c'est pour ça que quand on s'autopalpe ou quand on examine un sein, c'est important d'examiner le sein, bien sûr, mais également donc l'aisselle, pour voir s'il n'y a pas un ganglion, un nodule, une boule un peu dure au niveau de l'aisselle. Une fois que le cancer dissémine, donc comme je vous disais, ça peut se faire par voie sanguine ou par voie lymphatique. Et d'un point de vue théorique, ce cancer il peut toucher toutes les structures de l'organisme, mais certaines vont être touchées plus fréquemment par certains cancers. C'est vraiment un titre d'exemple, mais par exemple, le cerveau, ce n'est pas tous les cancers qui peuvent donner des métastases au niveau du cerveau. Et il y a principalement, par exemple, le cancer du sein ou le cancer du poumon. Pour une atteinte osseuse, le cancer du sein peut toucher l'os, comme par exemple le cancer de prostate ou le cancer du poumon. Mais pour prendre un exemple un peu plus restrictif, les surrénales, les glandes surrénaliennes, elles sont assez rarement touchées par le cancer du sein. Ce n'est pas strictement impossible, mais c'est assez rare. Et si on voit une image dans cette zone-là, on pense plutôt à un autre cancer. Cette diapo, je la mets surtout pour illustrer, pour bien transmettre le fait que la présence d'une métastase osseuse d'un cancer du sein, ça ne transforme pas la maladie en cancer des os. Une mauvaise conception qui est souvent faite. Un cancer des os, c'est un sarcome, mais si le cancer du sein migre au niveau osseux, c'est une métastase osseuse d'un cancer du sein. C'est important de faire la différence parce qu'en termes de traitement,
le raisonnement il tient compte de la maladie primitive. D'où vient la maladie? Et on ne va pas traiter avec les mêmes médicaments les métastases osseuses d'un cancer du sein ou d'un cancer du rein. Un autre élément plus de terminologie, c'est souvent dans le langage commun, on parle de cancer généralisé, en pensant que le cancer finalement va toucher l'ensemble de l'organisme. En fait, ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive vraiment. Et ce terme, il renvoie habituellement au fait que la maladie a quitté l'organe d'origine pour passer dans la circulation générale et donc a fait des métastases. Donc nous, on parle plutôt en langage, disons, technique de maladie métastatique que de cancer généralisé. Alors, il y a certains éléments qui vont nous permettre de caractériser les cancers et c'est des éléments qu'on va avoir principalement au microscope. Il y a des cancers qui peuvent être lobulaires, donc du lobule, comme je vous le disais tout à l'heure, ou canalaire du canal. Ils peuvent être in situ, donc ne pas avoir franchi la membrane, ou invasifs. Et puis, ce qu'on va chercher, ce qui va être très important pour caractériser le cancer et déterminer le traitement, c'est la présence de récepteurs hormonaux. Les cancers du sein, c'est des cancers qui sont souvent, pour une grande partie, vraiment sous la dépendance des hormones, donc l'œstrogène et la progestérone. Et donc, on va identifier s'il y a des récepteurs à l'œstrogène ou à la progestérone pour discuter du traitement d'hormonothérapie. Et puis plus récemment, même si c'est plus tout nouveau, il y a des éléments moléculaires qui vont nous aider à caractériser les cancers, à déterminer le traitement, et notamment dans le cancer du sein, ce qui est extrêmement important, c'est l'évaluation de HER2, qui peut être surexprimé. C'est un récepteur normal, mais qui peut être exprimé en quantité anormale à la surface des cellules, ce qui va conduire, quand c'est le cas, à un traitement qui va bloquer cette stimulation. On va utiliser ensuite des classifications, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais il y en a deux principalement qu'on utilise. Celle qu'on utilise le plus, c'est la classification TNM qui va classer T, c'est la taille de la tumeur et l'envahissement local. N, c'est l'atteinte ganglionnaire et M, c'est la présence de métastases. Et on va pouvoir, avec une association donc, de lettres et de chiffres, de vraiment bien décrire en termes techniques la situation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les stades. Alors ça, c'est moins précis, c'est moins utile en pratique, qui vont souvent de 1 à 4. 1, c'est une maladie qui serait très localisée à l'organe source, et 4, c'est une maladie qui serait métastatique. Et ça, c'est des classifications qui correspondent à des situations très hétérogènes. Quelques mots sur les traitements locaux, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est important pour comprendre la situation, et notamment le traitement chirurgical. Il est indispensable la plupart du temps pour la maladie localisée. Ça va être un temps majeur du traitement curatif de la maladie localisée. Et la technique qu'on va retenir dépend de la taille de la tumeur et du volume du sein. Ce qu'on cherche à faire de plus en plus depuis un petit moment maintenant, c'est à préserver le sein, et donc à faire une tumorectomie, enlever uniquement la tumeur. Mais ça, pour des petits seins ou des grosses tumeurs, ce n'est pas forcément possible. Et malheureusement, parfois, on est obligé de faire une mastectomie, donc d'enlever tout le sein. Un autre temps du traitement local, comme je vous le citais tout à l'heure, c'est l'analyse des ganglions. Enlever les ganglions, ça a un impact thérapeutique, curatif, on l'espère, mais aussi pronostique. Ça permet d'enlever ces ganglions, de savoir s'il y a eu une dissémination, parce que les techniques d'imagerie ne sont pas précises à ce point-là. Et historiquement, ce qu'on faisait, c'était des curages, c'est-à-dire qu'on enlevait toute la chaîne ganglionnaire, mais ça, c'est assez lourd en termes de morbidité, de qualité de vie derrière. Ça donne des lymphodèmes, des gros brins qui, en plus, peuvent provoquer des infections. Et ce qui a été développé depuis quelques décennies, donc c'est la technique du ganglion sentinelle, où au moment de l'intervention, on va aller injecter dans la zone de la tumeur un produit qui est soit coloré, soit radioactif, et on va voir vers quel ganglion dans quel ganglion il va se retrouver. C'est ce qu'on va appeler les ganglions sentinelles, les ganglions qui vont être les premiers relais de la tumeur, et c'est eux qu'on va enlever et qu'on va analyser pour essayer d'identifier dans quelle mesure la maladie a migré vers les ganglions. Alors, si ces ganglions sont atteints, il est possible qu'on ait besoin de faire un curage, donc d'enlever toute la chaîne, mais en fonction des situations, pas forcément. Et puis surtout, s'ils ne sont pas atteints, ça nous permet d'éviter d'enlever toute cette chaîne ganglionnaire. Et donc, une fois qu'on a cette chirurgie, c'est pour ça qu'elle est importante, c'est qu'à la fois elle traite, mais aussi elle permet de classer la maladie selon cette classification TNM dont je vous parlais, mais aussi selon le type d'exérèse, est-ce qu'on a réussi à tout enlever ou pas.
Ça va permettre d'analyser au microscope de manière plus complète la maladie et la caractériser. Et donc, après chirurgie, on va pouvoir dire que cette personne a été traitée pour un carcinome canélaire infiltrant, par exemple, de tel stade, avec telle caractéristique. Et ça va nous permettre de déduire le traitement complémentaire. Un autre temps du traitement local important et également lourd, c'est le traitement de radiothérapie qui va compléter le traitement de la chirurgie. La chirurgie, elle va enlever une zone, on l'espère, donc dans le cas d'une tumorectomie, de la tumeur est faible autour, mais il y a un risque qu'il y ait des cellules cancéreuses dans le reste du sein ou dans les ganglions qui n'aient pas été enlevés, qui n'aient pas été identifiés. Et c'est à ça que va servir la radiothérapie, c'est à traiter ce risque dans le sein et dans les aires ganglionnaires. Et donc, en pratique, la radiothérapie, la plupart du temps, ça se fait sous cette forme-là. C'est un accélérateur de particules qui est sur un bras qui tourne autour de la personne et qui va permettre de donner les rayons selon une incidence calculée à l'avance pour traiter le sein en limitant au maximum les effets indésirables, donc le traitement, l'irradiation, je veux dire, des organes sains. Et donc, sur le traitement local, le plus fréquemment sur une petite tumeur, on va avoir la chirurgie, puis la radiothérapie. Et puis vont se discuter des traitements systémiques, des traitements médicaux, soit de la chimiothérapie, soit et ou de l'hormonothérapie. Donc ça en fonction de certains paramètres, donc notamment de l'extension et de l'agressivité du cancer. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique et pas forcément très intéressant pour ce soir. J'ai voulu finir par ce cas clinique d'une femme, donc une patiente que je suis, qui a 28 ans au moment de cette histoire, donc qui était il y a 4-5 ans, et qui s'est auto-palpé une masse dans le sein droit, apparue assez rapidement, en tout cas elle n'avait pas identifié avant, et elle m'a prévenu à peu près une semaine après se l'être sentie en voyant qu'elle persistait. Ça nous a conduit à organiser rapidement donc, une échographie et une mammographie des deux seins, qui a montré en particulier donc, une image effectivement anormale, c'est la classification ACR, qui plus elle est élevée, donc là les 4 sur 5, plus elle montre une probabilité élevée que l'image visualisée soit un cancer. Donc on a pu voir cette image très très suspecte qui a été biopsiée, puisque quand il y a une image suspecte, par exemple sur une mammographie de dépistage, le premier temps, si cette image est vraiment suspecte, ça va être d'en prélever un morceau, donc de faire une biopsie pour voir ce que c'est et confirmer que c'est un cancer si ça en est bien. Et donc là, cette biopsie, elle nous montre que effectivement c'est un cancer qui a HER2, donc un type de cancer assez agressif, ce qui va conduire au traitement derrière. Alors en fait, cette patiente, je la connaissais, je la suivais déjà parce qu'elle avait fait un autre type de cancer, un sarcome, dans le cadre d'une prédisposition génétique. Donc, elle était particulièrement alertée sur le fait que c'était important de surveiller les seins. Elle n'avait pas voulu faire le bilan génétique à ce moment-là, mais elle savait qu'il y avait une probabilité importante qu'elle soit atteinte de ce syndrome. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de faire une mastectomie bilatérale chez une personne chez qui on diagnostiquerait ça de manière sur un bilan de dépistage, on ne fait pas forcément la mastectomie bilatérale, mais chez cette personne qui a vraiment un risque de développer des cancers sur l'ensemble du tissu mammaire, elle a préféré ne pas prendre de risque et avoir la chirurgie des deux seins en même temps. On n'a pas fait de radiothérapie parce qu'elle a vu la mastectomie bilatérale et parce que son syndrome la prédispose à faire des complications importantes de la radiothérapie, mais elle a eu une chimiothérapie complémentaire puisque c'est une maladie agressive. On a dû tenir compte de ce qu'elle avait déjà reçu comme produit. Et puis, elle a eu du trastuzumab, donc, puisqu'il y avait cette anomalie de HER2 pendant 1 an. C'est vraiment un traitement qui est lourd et qui est long. En plus, se discuter une hormonothérapie de 5 ans, vu les caractéristiques de la tumeur. Et ça, la patiente a décidé de ne pas la faire parce que le bénéfice est probablement assez faible et puis parce qu'elle avait envie d'avoir une nouvelle grossesse. Et donc, a décidé de ne pas la faire. Ce cas, je l'ai choisi parce que il montre deux choses qui me semblent vraiment importantes. D'une part, qu'on ne décide pas, ce n'est pas le médecin qui décide tout seul, mais la décision, elle est partagée avec les patients. Il y a des traitements théoriques que les personnes ont le droit de refuser. Et puis, par rapport à Octobre Rose, parce que, en fait, c'est elle qui a vraiment permis ce diagnostic précoce et vraisemblablement la guérison du cancer. C'est elle qui s'est palpée cette masse, et si elle ne l'avait pas fait, si ça avait attendu mon rendez-vous, qui était à peu près 2 mois après,
c'est pas sûr que les choses se soient déroulées aussi bien. La maladie aurait été plus avancée, peut-être malheureusement trop avancée pour être guérie. Et donc, ça montre bien l'importance de l'autopalpation. Bien sûr, dans un contexte de prédisposition où chez elle, c'était peut-être plus facile de l'avoir en tête, mais globalement, c'est vraiment un acte important. Et ça me conduit à ma dernière diapositive qui prend les 4 mots-clés pour moi par rapport à ma présentation. L'importance de l'auto-examen, c'est important de regarder et d'examiner. L'importance du dépistage et l'importance de l'action sur les facteurs évitables. Arrêter le tabac et l'alcool globalement pour tous les cancers, mais également les cancers du sein. Et puis l'importance, c'est quelque chose de plus récent, mais de l'activité physique. Il y a vraiment des démonstrations scientifiques de l'importance de l'activité physique sur la diminution de survenue de plusieurs types de cancers et sur la diminution du risque de récidive une fois qu'on a eu un cancer. Et donc, auto-examen, dépistage, arrêt du tabac et de l'alcool et activité physique. Merci pour votre attention. Merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Tu es presque dans le timing. Bon, on va vite enchaîner sur la suite. Du coup, je vais laisser la parole à Sylvie Villeneuve. Bien. Alors oui, merci à Olivier. On va enchaîner avec Eddy Chabanol, avec qui vous dispensez la formation en podologie et cancer. Ça fait déjà 5 ans. Et donc, ça a aidé les pédicure-podologues à mieux prendre en charge leurs patientes qui présentaient des syndromes mains-pieds, entre autres. Je vais te laisser la parole, Eddy. Oui. Donc, Eddy, elle est pédicure-podologue. Elle travaille à l'Institut Curie et elle va nous parler de la place du pédicure-podologue dans un service de cancérologie et un exemple de prise en charge à l'Institut, justement. Son intervention sera suivie par une de ses patientes, qui est Monica, et qu'on remercie d'être là pour témoigner. Merci. Merci beaucoup, merci Olivier d'être intervenu. Effectivement, depuis 5 ans, on essaye de former des podologues libéraux pour que nos patients à l'hôpital, ils puissent avoir un meilleur suivi en ville. Moi, je travaille à l'Institut Curie depuis maintenant quelques années et je suis pédicure-podologue de formation et j'ai aussi un poste de chef de projet qui allie à la fois la clinique mais aussi la recherche. Je commence ce petit diaporama pour faire un petit état des lieux et du contexte dans lequel le podologue s'insère dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Globalement, on est très peu de pédicure-podologues hospitaliers et ça montre bien l'importance d'avoir un suivi en ville et que les pédicure-podologues libéraux soient formés à ces différents effets secondaires. Les toxicités cutanées inguinales sont des toxicités qui sont très fréquentes en cancérologie et notamment chez les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Le but ici n'est pas de présenter ces différentes toxicités, mais surtout de vous montrer comment on peut allier la recherche et quels sont les axes d'amélioration pour que ces toxicités soient mieux prises en charge. À l'Institut Curie, je suis intégrée au sein d'une équipe pluridisciplinaire qui est l'équipe Cicatrisation et qui est une équipe qui est formée d'infirmiers, de chercheurs, des infirmiers aussi spécialisés. Donc, on a une infirmière de pratique avancée, on a une stomathérapeute. Et du coup, cette pluridisciplinarité, c'est ce qui nous pousse tous les jours à aller chercher de nouvelles solutions et d'être toujours encore plus curieux. Quand on est podologue, les infirmiers ne connaissent pas forcément notre travail et puis c'est à nous aussi de les motiver pour qu'ils soient curieux dans cette prise en charge. Les différentes toxicités qu'on va avoir en cancéro, c'est pas des toxicités qui sont très nombreuses, elles sont au nombre de 3. On va avoir le syndrome main-pied, les onycholises et les paronychies. Les paronychies dans le cancer du sein, on les trouvera que dans certains types de prise en charge. Ce sont des cancers avec une prise en charge par des inhibiteurs mTOR.
Ces toxicités cutanées, podologiques et inguinales, elles sont très souvent sous-estimées. Quand on regarde la littérature, ça peut aller notamment dans les onycholyses de 1% à 70%. Alors, non pas qu'il y a des gens qui font plein de toxicité et d'autres qui n'en font pas, mais il y en a juste dans des études qui ne les mesurent pas de la même façon ou qui ne les observent pas du tout. Du coup, ça mérite aussi de prolonger cette recherche ou de l'entamer, pour le coup. Et puis, c'est des toxicités qui sont souvent prises en charge très tardivement. Une consultation d'oncologie avec le médecin, ça va être des prises en charge où la consultation va être essentiellement axée sur la maladie, pas souvent sur les effets secondaires s'ils ne sont pas douloureux. Donc, l'idée aussi, c'est que d'avoir une prise en charge en ville, c'est qu'il y ait aussi des gens spécialisés du pied qui prennent le temps d'observer le pied, qui prennent le temps d'identifier des toxicités précoces et qui puissent alerter l'hôpital en disant « Attention, votre patient commence à avoir quelque chose ». Vigilance, pour que nous, on ne soit pas dans le cas de figure où le patient vient à l'hôpital et nous dit je ne peux plus marcher. Et que là, ça nous pose un problème dans la suite et la poursuite des traitements. Il y a juste un truc qu'il faut savoir, et ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que une toxicité qui n'est pas importante, les soins locaux, ça va être facile. À partir du moment où les effets secondaires vont être invalidants, douloureux, trop importants, les soins locaux, ils seront plus suffisants et ça sera l'oncologue qui devra prendre la décision de oui ou non bouger le traitement anticancéreux. Ça sera soit une pause thérapeutique où on pourra diminuer les dosages, ce qui n'est pas forcément inquiétant pour le patient en termes de prise en charge de la maladie, mais aussi ce qui peut être compliquant psychologiquement pour le patient quand on leur dit on suspend le traitement, ça génère de l'anxiété, de l'inquiétude, à juste titre. Donc, si on peut éviter ça, c'est une bonne chose. Là, je vous ai mis des photos des différents effets secondaires. Donc, vous avez le syndrome main-pied, la paronychie et l'onycholyse. À gauche, je vous ai mis la classification qu'on utilise en oncologie. C'est une classification qui est utilisée pour tous les effets secondaires. Pour ces trois types de toxicité, on aura en plus de cette classification générale une classification appropriée à l'effet secondaire. Pour exemple, le syndrome main-pied, on ira jusqu'à un grade 3, la paronychie également et l'onycholyse un grade 2. La notion de sévérité, elle va être évaluée en fonction de l'impact sur la qualité de vie du patient. Vous verrez que, alors là, je vous ai pas mis la définition de ce qu'on entend par activité instrumentale ou activité élémentaire. Dans les activités élémentaires, ça va juste être marcher, par exemple. Donc voilà, donc ça, on va mesurer cet impact par rapport à cette classification. Là, je vous ai montré un peu l'exemple de mon action à l'hôpital. Voilà comment elle s'organise. Il y a 4 axes. Et vous voyez que finalement, la part des soins, c'est pas ma part la plus importante dans mon activité. Tout à l'heure, je vous disais que j'alliais à la fois la clinique et la recherche. Monica, qui est avec moi, on s'est rencontrés dans le cadre d'une recherche que je mène à l'hôpital, à l'Institut Curie. Elle a aussi participé à la recherche avec Célia, qui est aussi là ce soir dans le cadre de son étude sur l'impact de la mastectomie sur la marche. Et vous voyez que la recherche est présente, mais il va y avoir des conseils. Donc ça va être tout le rôle de prévention que moi, je dois faire à l'hôpital, mais on pourrait très bien imaginer que ce rôle de prévention, elle soit complètement mené par les pédicures podologues de ville, ou bien les infirmiers libéraux, ou bien les médecins généralistes. En tout cas, il nous faut plus d'intervenants en ville pour identifier ces effets secondaires. Là où j'ai mis encore de nombreuses croix, c'est toujours pas dans le soin, comme vous voyez, mais c'est dans la discussion pluridisciplinaire. C'est-à-dire que je vous ai mis dans les intervenants, j'ai mis infirmière, kinésithérapeute, socio-esthéticienne, réflexologue et médecin. On ne peut pas dissocier notre activité des socio-esthéticiennes. Alors, je sais que ça va faire bondir certaines personnes qui me diront chacun son boulot. Je suis d'accord avec ça, mais
pas entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y a très peu de podologues en oncologie. Par contre, celles qui sont très présentes, c'est les socio-esthéticiennes. Et les socio-esthéticiennes, elles ont un rôle aussi de prévention. Elles ont un rôle d'alerte à l'hôpital parce que c'est elles, finalement, qui verront les mains et les pieds de nos patients. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas les exclure de cette discussion pluridisciplinaire. Les infirmières, c'est pareil. Oui, on a l'expertise de la prise en charge du pied, mais quand il n'y a pas de pédicure podologue, eh ben, il faut qu'il y ait un transfert de connaissances aussi. Moi, les infirmières de l'hôpital de jour, on passe du temps ensemble, on fait des consultations ensemble, et ben, dans le cas où je ne suis pas là, par exemple, eh ben, elles sont capables aussi d'évaluer les risques que peut avoir le pédicure podologue. Moi, avant je n'arrive à temps plein à l'Institut Curie, c'était les infirmières qui évaluaient cette prévention. Et le fait que j'intervienne maintenant en plus, bah, ça permet de consolider, d'avoir des connaissances qui sont plus solides et puis bah, d'avoir plus de patients aussi qui sont prévenus et qui sont identifiés comme des patients avec une toxicité débutante. Donc ça, c'est hyper important. Dans la discussion pluridisciplinaire, j'ai ajouté le médecin de la douleur. Parce que bah, quand on est podologue, eh ben oui, on voit les pieds, mais on va aussi voir les patients qui ont des neuropathies et qui vont être impactés à la marche. À l'hôpital, alors c'est pas le sujet, mais à l'hôpital, il y a des notions de prise en charge de la douleur avec certains patchs qu'on appelle du Qutenza qui vont agir dans la neuropathie. Encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir, mais on est obligé de travailler avec ces médecins de la douleur. Ben, les oncologues, les oncologues, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ben, quand il y a une toxicité trop importante, on a beau avoir un podologue dans un service, on n'est pas non plus magicien. Il y a un moment donné où on a nos limites aussi dans nos interventions et que des fois, ben, l'oncologue, il aura la seule solution de faire une petite interruption ou une suspension du traitement ou bien de réfléchir ensemble pour qu'il y ait une prise en charge de topiques adaptés, des dermocorticoïdes, des antibiotiques, des anesthésiques de contact, tout ce que le pédicure podologue ne peut pas prescrire, eh ben, on sera obligé d'être amené à travailler avec les médecins pour qu'on ait ces prescriptions adaptées et une meilleure prise en charge. Et puis, bah, bien évidemment, les dermatologues qui doivent être aussi dans la discussion pluridisciplinaire, hein, parce que bah, on peut avoir des doutes. On a besoin aussi de temps en temps, quand on est démuni, d'avoir les dermatologues en solution de secours. Le soin, bah, les soins, ces soins-là, on pourrait très bien les retrouver en ville, sans aucun souci, avec les soins de pédicurie classiques. Alors, c'est pas le sujet non plus ici, mais à Curie, on fait des onicoplasties en cas d'onicoptose. On a testé la cryothérapie qui fonctionne très, très bien sur les paronychies. On est amené à faire des analyses de la marche, puisqu'on a une plateforme, on a même un tapis de marche Zebris qui est à disposition et qui a été utilisé par Célia pour faire son travail de mémoire. Des semelles, plus ou moins, parce que là-dessus, c'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à développer de plus en plus. Et puis, bah, les prescriptions adaptées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, ça va très vite. Juste, bah, oui, je suis rattachée à l'hôpital de jour, mais vous voyez, Curie, ça fait 5 étages, 6 étages. Eh ben, je me balade un petit peu partout. Mon téléphone, il sonne un petit peu tout le temps. Monica, elle pourrait le dire. Hein, quand on est en consultation, ça sonne beaucoup. L'idée, c'est que je sois transversale et que je puisse intervenir dans les différents services. Donc, ça peut être de l'hôpital de jour, ça peut être de l'unité de recherche clinique, ça peut être la pédiatrie, et puis ça peut être d'autres services comme les consultations non programmées, les soins de support, l'oncogériatrie. Et vous voyez qu'en fonction des services, eh ben, mon activité, elle n'est pas la même. La pédiatrie, par exemple, je travaille avec les oncopédiatres sur une molécule qui donne des effets secondaires assez conséquents. Eh ben, je passe autant de temps à la prévention qu'aux soins. C'est-à-dire qu'un enfant qui va rentrer dans ce protocole-là, le médecin va m'appeler avant que le protocole ne commence pour qu'il y ait une éducation
thérapeutique, de prévention, tout ce que vous voulez, mais en tout cas de prévenir au maximum et de pouvoir dire aux patients, attention, il peut se passer quelque chose, et puis prévenez-nous s'il se passe quelque chose. En hôpital de jour, mon activité, elle est moins importante, tout simplement parce que les infirmières le font très bien, en fait, cette prévention, et que c'est ce qui fait que notre pluridisciplinarité, elle est chouette. On a des interactions, et puis il y a des infirmières des fois qui vont me dire non mais là je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc c'est des réflexions collectives qui vont être hyper intéressantes et puis très enrichissantes. Je fais vite. Les avantages d'une prise en charge, 3 types. C'est la gestion de la douleur qu'on n'a pas forcément en cabinet avec l'utilisation d'anesthésiques de contact ou même de méopa ou l'hypnose dans les cas un peu plus complexes. C'est des prescriptions adaptées que le pédicure podologue en ville ne peut pas faire, mais nous, du coup, ça nous permet d'être quand même plus rapidement efficaces avec des dermocorticoïdes, les antibiotiques, les pansements adaptés et tout ce qui s'ensuit. Et puis, c'est des discussions immédiates avec l'oncologue référent sur qu'est-ce qu'on fait en cas de toxicité importante. Les axes d'amélioration, il faut qu'on arrive à identifier de plus en plus les pédicures podologues qui sont formés à la prise en charge des effets secondaires. Il faut poursuivre la formation des pédicures podologues, non seulement en oncologie, mais aussi en cosmétologie, parce que les conseils d'hydratation feront que la peau sera en meilleur état et qu'on diminuera ses effets secondaires. Et puis, il y a un gros travail de sensibilisation des pouvoirs publics auprès de l'ordre des pédicures podologues du ministère de la Santé pour un éventuel remboursement des séances de pédicure podologie qui permettrait aussi d'améliorer cette prise en charge. L'intérêt d'une interface veille-hôpital, je vous l'ai exposé tout à l'heure, c'est une alerte précoce, ça permet d'identifier les effets secondaires précocement. Ça nous permet d'avoir un meilleur suivi des patients, de réadapter les traitements si besoin et de limiter leur venue à l'hôpital. Et je vous ai mis quelques outils à disposition. Un petit livret qui a été fait par les laboratoires Alvadiem sur la prise en charge des effets secondaires. Une petite note sur la formation que l'on fait avec le docteur Huidard que vous avez vu tout à l'heure. Et je vous ai mis juste en bas les ressources associées que vous pouvez trouver soit sur le site de la HAS, qui est une fiche outil sur la prise en charge des effets secondaires, et également sur le site de l'Ordre des pédicures podologues, qui est une fiche patient sur les différents effets secondaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je propose peut-être, si vous êtes d'accord, mesdames, qu'on fasse la table ronde et qu'on prenne le temps de discuter tous ensemble à la fin de ta présentation, Maria, Monica et Christina. Ouais, ça te va? Tout me va. Ok. Et je te laisse comme ça. Oui. Ouais. Allez. Elle parlera après. Merci beaucoup. Merci. Maria Geneviève Navzo, kinésithérapeute, ma sœur kinésithérapeute, formatrice aussi à Connaissance Évolution, en thérapie manuelle neurosensorielle. Et donc, ce soir, tu vas nous parler de la place de la kinésithérapie et de la thérapie manuelle neurosensorielle dans la prise en charge du cancer du sein, dans un cabinet, bien sûr, de kinésithérapie. Voilà. Merci, Maria. Voilà. Du coup, je me présente. Comme a dit bien Sylvie, je suis kiné et également formatrice de la thérapie manuelle neurosensorielle ici à Connaissance Évolution, chose que j'applique au cabinet où je travaille dans les 91. Mes collègues travaillent beaucoup de cancers des seins et moi, je suis les références de la douleur quand il y a quelque chose que les filles n'arrivent pas à bien guérir dans les patients. C'est moi qui suis là. Comme ça, j'ai connu à Christine et c'est la patiente qui m'accompagne aujourd'hui. Du coup, quand on parle de kiné, la prise en charge des patients va dépendre des caractéristiques de la tumeur de l'extension et aussi de la démarche thérapeutique que va adopter les médecins. Déjà, il a parlé les médecins avant que moi.
C'est-à-dire les patients, les prises en charge avec une chirurgie, c'est-à-dire qu'il va avoir une cicatrice qui aussi, à part de la douleur, va entraîner une restriction de la mobilité. Si la patiente elle a reçu la chimio, bien radiothérapie, hormonothérapie et les thérapies ciblées. Du coup, les patients face à cette maladie, toujours on va rentrer dans une espèce de cercle. Malgré qu'on change tous les carrés, il essayé de toutes les façons, mais toujours on va rentrer dans un cycle, ok, déjà des baisses de morale parce que la maladie c'est pas cool pour les gens, la douleur, insomnie, fatigue, perte de mobilité, diminution, ok, de la force musculaire, prise de poids pour certains traitements des hormones et inactivité physique. Toujours on rentre dans ce cercle et notre fonction c'est de casser le cercle et libérer le patient de certains de tous ces petits carrés pour que l'activité de la vie soit normale. Du coup, qu'est-ce qu'on essaie, nous, au cabinet, de travailler avec les patients? Du coup, je suis bloquée. Ah, voilà, elle est là. Du coup, la kinésithérapie, on essaie d'améliorer la posture et lutter surtout contre l'attitude de protection des seins, prévenir les limitations articulaires, améliorer la cicatrice après l'opération, récupérer la musculature et tous les gestes de la vie quotidienne, prévenir et drainer pour tous les lymphédèmes, prévenir aussi contre les douleurs, aider à la détente et à la relaxation musculaire, lutter contre la fatigue et surtout les déconditionnements à l'effort, réadapter à l'effort et surtout reprendre l'activité physique, c'est très important, et aider à la réappropriation du corps avec ou sans reconstruction mammaire. Quand on parle de qu'est-ce que c'est l'attitude de protection des seins, c'est cette posture-là. Il y a une partie intérieure qui va être très rétractée, soit pour différentes choses, et la partie postérieure, elle n'arrive pas assez bien contractée. Du coup, on donne un épaule, une rotation interne et adduction des bras. On va les scapulas décoller de la table. Il y a un décentrage antéro-supérieur de la tête humérale. On donne une diminution de l'amplitude thoracique, diminution aussi de la respiration. Il peut entraîner des problèmes de la coiffe des rotateurs. Du coup, ça entraîne aussi une hypothèse fonctionnelle de l'épaule. On parle d'un dyskinésie scapulaire. C'est l'altération de la position physiologique de la scapula lorsque les mouvements couplés de l'articulation bien scapulomérale ou bien scapulothoracique. Ça donne ça, c'est la scapula lata, c'est la scapula qui sort de la paroi thoracique. Et ça peut entraîner à le patient des tendinites, bursites, capsulites. Ça peut aussi, on peut avoir une incidence des problèmes de l'épaule pour les thromboses lymphatiques superficielles, c'est-à-dire tout ce vaisseau lymphatique que parlaient les médecins avant va se durcir. Il va entraîner des très importantes restrictions de l'épaule, les cicatrices, les fibroses et surtout les séquelles de la radiothérapie qui entraînent aussi des limitations à l'épaule. Aussi, on prend en charge les cicatrices, très important. Après l'intervention, dans les 2-3 semaines qui suivent à l'intervention, les points et les croûtes tombent. Des 2-3 mois après, il peut survenir un pic inflammatoire que cette cicatrice va rougir, mais pour le moment, c'est normal. Et on parle d'une cicatrice mature un an après. Et nous, dans notre cadre kiné, on peut trouver différentes cicatrices, du procès adhérent, rétractile, inflammatoire, kéloïde. Et selon la cicatrice qu'on trouve, on sait l'identifier et on sait la traiter. Il y a un traitement différent par chacune des cicatrices. Aussi, on trouve des lymphédèmes, des membres supérieurs. Ça, c'est la même patient bras droit, bras gauche. Et c'est un effet secondaire possible de tous les gestes au traitement réalisés à niveau de l'aisselle, courage axillaire ou bien la radiothérapie. C'est la lymphe qui ne peut pas circuler correctement. Il va s'accumuler dans la peau du bras avec une augmentation du volume. Il peut se manifester quelques semaines après, le courage, ou des mois, ou bien de plusieurs années après. Et pour confirmer ce diagnostic, on parle qu'il doit avoir une différence de 2 cm dans tous les bras si on va faire la mesure entre main, poignet et tous les bras.
En fait, on parle d'un travail musculaire global. C'est un truc qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus. Là, j'ai mis les livres de Jocelyn Rollin, qu'elle fait beaucoup avec les méthodes Aviros. Ça, c'est une photo aussi à elle avec tous les travaux. J'ai amené les bouquins, la bibliographie, pour travailler avec les patients parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus pour éviter toute la sarcopénie. Et du coup, avec les syndromes des douleurs post-mastectomie, c'est qu'on travaille beaucoup, c'est les douleurs chroniques débutant immédiatement ou précocement après la mastectomie ou une tumorectomie, qui va avoir une affectation sur les thorax intérieurs, les selles, les bras, dans la moitié supérieure, qui va persister au moins 3 mois après de la chirurgie chimio-radio. On peut trouver des douleurs de type neuropathie, douleurs des seins fantômes, que je parlerai à la fin, et douleurs mécaniques, soit musculaires ou tendineuses, de toute la musculature impliquée. Et on peut trouver tout le sensitif, comme on parle de la allodynie, paresthésie, dysesthésie, anesthésie au sein fantôme. J'essaye. C'est ça. Quand on parle des troubles sensitifs, ça c'est les trucs que je travaille surtout au cabinet. Quand on trouve une cicatrice, c'est identifié, j'ai fait des couleurs. On voit que ça ici, c'était une partie d'allodynidie. Ici, on a tous les troubles sensitifs avec les définitions. Je ne vais pas m'arrêter. Mais c'est seulement pour dire qu'en train d'écrire une partie qui soit allodynique ou bien des paresthésies, les patients normalement décrivent comment j'ai une sens qu'elle est cartonnée, que je ne sens pas, ou bien une sens qu'on n'arrive pas à sentir du tout. Avec mon travail, avec la technique, on arrive à récupérer les sons, la sonne anesthésiée. Les sons allodyniques diminuent, du coup, la patiente peut passer dans son t-shirt et s'habiller normalement. Et on récupère tout ça. Ça, c'est une étude que j'ai pris des connaissances évolution en parlant que quand on fait sur des petites stimulations sur des nerfs, va voir un effet et ça peut durer dans les temps. Voilà. Et pourquoi on utilise cette technique-là? Parce que si on se base un petit peu dans l'embryologie, tous les foyers à niveau de l'embryon, à niveau de l'embryogénèse, tout vient de la peau. Et en fait, de l'ectoblaste, cet épiderme aussi va venir les tissus nerveux. Et comme on touche, on devient de l'ectoblaste, de la peau, pardon. On part de l'épiderme. Et comme c'est un épithélium, que c'est très stratifié, on va trouver des kératinocytes sensoriels, qui sont aujourd'hui notre médiateur chimique, aussi les cellules de Merkel, de Langerhans et les mélanocytes. Pardon. Et merci à les kératinocytes, aujourd'hui, on sait que l'épiderme, c'est la couche la plus externe de la peau, mais il compte avec 95% des kératinocytes. On a longtemps pensé que son rôle était d'assurer la barrière passive de protection contre la déshydratation, les rayons ultraviolets du soleil et les agents pathogènes. Mais ces dernières années, ces cellules se sont révélées capables de répondre à des stimulations sensorielles et de transmettre des informations au système nerveux périphérique, voire de moduler la réponse. Les terminations nerveuses sensorielles de l'épiderme ne sont donc pas les médiateurs exclusifs de la sensibilité cutanée de la douleur. Et ça, c'est merci à Bernard Calvino. En fonction de la stimulation qu'on fait, on peut y aller de plus superficielle à plus profonde, on peut arriver à différents strates pour traiter la douleur. Et pour finir, je voulais parler del sein fantôme, de cette sensation del mont fantôme quand il y a une amputation. Et ce cas-là, c'est les seins, les homunculus de Painfield, que c'est la représentation de notre cortex somatomotrice. On voit ici où c'est les seins, ici c'est la partie intérieure de la peau de notre thorax, là, c'est partie amputée. Et merci à les études de Ramachandra, qu'il avait découvert dans un patient qui avait amputé la main. Il y avait des douleurs au niveau de la face et il a découvert avec un coton-tige qu'il pouvait dessiner dans son visage les mains, les doigts, pardon, ça c'est les premières, deuxième, voilà. Et aussi au niveau des moignons de l'épaule.
il a constaté qu'une fois le monsieur il avait une amputation de la main, il pouvait identifier les doigts les patients identifiés là comme les membres fantômes au visage et au niveau de l'épaule. Et il arrive à la conclusion de que si on levait la main, il est resté un espace vide. Et avec les études de Giraud, Duvernat et Siragu Saint-Étienne, qui font la imaginerie sur un patient qui était amputé de la main et à la fin était avec un greffe des mains, sont faits en même temps des études et sont vus que cette photo-là correspond à l'homunculus normal. Ça passait à l'amputation de la main. Ce territoire cortical, il a repris, vous voyez, il a disparu la main, il a repris le visage. Et là, on voit qu'après la transplantation de la main, il y avait un territoire qui s'est chevauché entre l'aire de la main et le visage. Et à la fin, restait de la greffe, restait visage, mais la main restait chevauchée. C'est-à-dire qu'il y a un lien dans tout ça. Et s'il y a des douleurs dans les seins fantômes, c'est reconnaître que les femmes, malgré que les seins n'existaient pas, peuvent avoir des douleurs toujours qu'on ne peut pas expliquer. Merci. Je pense on te laisse la parole. Donc, déjà, je voudrais remercier Maria de m'avoir invitée. J'ai beaucoup aimé vos discours parce qu'il y a tellement de choses que j'ai entendues, que je me suis reconnue dedans. Donc, moi, pour me présenter, je m'appelle Christine Cussoyas, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants, donc 2 jumelles qui ont 16 ans et Roxane qui a 20 ans. Je suis cadre commercial, je suis divorcée. Donc, en gros, si je vous dis tout ça, c'est parce que je suis une femme normale qui n'a pas 50 ans, parce qu'on parle du dépistage à partir de 50 ans. Moi, c'est un cancer que j'ai découvert moi-même aussi. En fait, on a eu toute cette période Covid. Moi, j'avoue que quand je me suis fait vacciner, je suis une grande sportive. Hein, j'adore le sport, c'est ma passion. Hormis mon boulot, mes enfants, enfin voilà. Mais le sport fait vraiment partie de ma vie parce que j'en ai besoin par rapport à mon métier. J'ai un métier où j'ai la pression au quotidien et le seul moment de bonheur où j'oublie tout, c'est quand j'ai mes écouteurs et que je déroule. Voilà. Et donc, je fais mon vaccin et en fait, je commence à pas me sentir très bien. Alors évidemment, un peu comme certaines mauvaises langues, peut-être que moi aussi je l'ai été, j'avoue. Je commence à me dire, purée, depuis que je me suis fait vacciner, je suis hyper fatiguée, je suis pas bien, je n'ai pas la même niaque. Par semaine, je faisais un peu plus de 30 km. Donc là, ça commence à diminuer. Je refais la 2e vaccination. Et alors là, je suis au bout de ma vie. Je me dis, mais Chris, qu'est-ce qui se passe? Donc, pareil, je commence à me dire, je pense que c'est certainement lié au vaccin, quoi. Et en fait, je pars en vacances. Pendant les vacances, je me trouve une boule. Et je me dis, tiens, attends, il y a encore un nouveau effet qui se coule, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, c'est un peu le tsunami qui démarre. Honnêtement, au début, on m'a dit que c'était une boule de graisse, puisque j'avais fait une mammographie 1 an avant. Donc, on m'avait dit, non, madame, c'est une petite boule de graisse, vous inquiétez pas, tout va bien, ok, pas de problème. Et en fait, je remercie mon gynéco, merci docteur Moyal. En fait, j'avais des examens à réaliser, je ne sais pas, peut-être 15 jours après qu'on me dise que c'était une boule de graisse. Et en fait, lui, il m'a palpé, il m'a dit, vous voyez, Madame Cussoyas, le cabinet est là, il y a Clinique de l'Essonne, dans le 91, et je vous envoie tout de suite voir un confrère. Et là, voilà, tout a basculé dans ma vie. C'est un cauchemar, cette maladie. Mais vraiment, je pense que vous direz certainement la même chose que moi. Moi, pour ma part, c'est horrible parce que donc moi, j'ai eu un triple négatif.
Et donc, j'ai eu aussi la chaîne ganglionnaire donc, qui a été touchée, donc qui m'a été enlevée. J'ai eu l'ablation. Je souffre énormément de douleurs neuropathiques. Hein. J'étais quelqu'un qui avait plutôt une très, très bonne mémoire. Je l'ai encore hein, quand même. Hein. Mais j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est déconnecté de l'intérieur. Je réfléchis beaucoup plus quand je parle, Enfin voilà, moi dans mon corps en tout cas, aujourd'hui au moment où je vous parle, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'on m'a injecté un poison. Enfin, je suis désolée, là je suis un peu émue. Mais enfin, c'est un cauchemar. Donc ensuite, en gros, c'est surtout depuis l'ablation que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs. Et donc là, j'ai ma petite magicienne qui m'aide beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai 3 kinés, pour rien vous cacher. Et alors, attention, je ne cherche pas la pitié ou ce genre de choses, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des fois, on ne se sent pas comprise non plus. Et donc, c'est vrai que donc là, j'ai commencé depuis maintenant facilement peut-être 2 mois maintenant, parce qu'au début, je n'avais pas Maria. Et en fait, c'est vrai que une de ses collègues me dit, mais oui, non, mais je vous entends, Madame Pustoyas, mais je peux pas, là, je fais tout ce que je peux, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai commencé la nouvelle rééducation avec Maria. Et alors, c'est triste à dire, j'aimerais bien que ça dure toute la semaine, les effets. En fait, il faudrait que je la garde 24/24, avec moi, en gros. Ça ne va pas être possible, je vais avoir des problèmes avec son mari. Mais je l'ai qu'une fois par semaine. Et en fait, vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu ma séance, j'adore le lundi, je suis en pleine forme, vous voyez. Donc, du coup, c'est des effets qui vont durer 24-48 heures et après, je rebascule, quoi. Mais je sais que ce soir, je vais bien dormir. Et c'est bon, quoi, parce que je ne dors pas. Alors, moi, je suis un peu contre tout ce qui est les antidépresseurs, tout le bazar. J'ai toujours été contre. J'ai divorcé, j'ai subi un divorce parce que je n'ai pas choisi. Je n'ai pas pris d'antidépresseurs, j'ai fait ma warrior, allez, on y va, de toute façon, il faut s'accrocher, c'est comme ça. Et là, j'ai fait pareil aussi. Et je me refuse de rentrer dans des traitements. Alors, ceux que je n'ai pas le choix pour me guérir, oui, je les prends. Même si la chimio, c'est vraiment le pire des traitements qu'il peut avoir pour moi, hein, à mon sens. Hein. Quand vous commencez à perdre vos cheveux, c'est vous qui parliez des ongles, tout ça. Enfin, tout ça, moi, je l'ai vécu, quoi. Et c'est vrai que c'est très dur aussi pour une femme, pour l'entourage, les enfants. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont hyper compliquées, quoi. Alors, je pourrais dire plein de choses, mais je pense que vous allez avoir envie de vous exprimer aussi. La seule petite chose que je vais rajouter, si vous me permettez, j'ai créé une association qui s'appelle Soleil Rose, parce que comme je suis vraiment une nana hyper active, j'ai eu très très peur de mourir, mais vraiment très peur. Moi, je pensais tout le temps à la mort. J'avais peur de plus revoir. J'ai écrit des lettres à plein de gens que j'aimais, j'ai tout caché. Enfin voilà. Et donc cette assoce, je me dis que je laisse un héritage parce que je sais que le triple négatif, ça fait pas très longtemps qu'on le soigne. Toutes les femmes qui l'avaient avant 2017, souvent passé l'arme à gauche. On commence vraiment à le soigner depuis 2019 et j'ai eu une grosse prise de conscience parce que je me suis dit, attends, si personne n'avait fait des actions, peut-être que je ne serais pas là en train de parler avec vous. Donc en fait, mon assoce a comme but, toujours dans le sport, parce que j'adore le sport, donc tout ce qui est manifestation sportive, être au rendez-vous et emporter plein de gens avec moi. Vous pourrez le découvrir si vous avez envie de me suivre sur Instagram. Et puis, tous les dons qui sont donnés en plus. Alors, comme je suis, désolée, suivie par Gustave Roussy,
J'apporte mon soutien à Gustave aussi parce que voilà, c'est ma petite affection additionnelle. Et puis voilà. Donc voilà, je vous embête plus avec tout ça. Si vous avez d'autres questions après, c'est avec plaisir. Et en tout cas, merci pour votre attention et votre invitation. Et je passe un très bon moment. J'ai beaucoup aimé le professeur aussi. Ça m'a beaucoup parlé aussi. Voilà, merci. À moi. Ouais. Ouais. Alors, bonsoir. Merci, Eddy et à tous pour ces échanges. Alors, moi, je suis Monica, mariée, 2 enfants, Louise, 2 ans, Paul, 6 ans, et j'ai découvert une boule à l'âge de 36 ans, le 13 décembre 2021. Comment vous dire? Je rentre du travail très tard et je mets la main sur mon décolleté comme ça, comme j'ai l'habitude de faire, et là, j'ai une boule. Et ben là, je suis quelqu'un qui est assez dynamique, qui stresse assez facilement pour mes enfants, et mon mari qui est plutôt cool. Mais là, c'est lui qui a fait c'était inverse. Mais là, il a paniqué. Il a dit: «Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? On va aux urgences». Et moi, je savais au fond de moi que j'avais quelque chose de grave. Mais non, j'ai dit: «Non, mais attends, mais t'inquiète pas, c'est rien. J'ai vu le gynéco il n'y a pas si longtemps. T'inquiète pas, je vais prendre rendez-vous chez le gynécologue». Donc voilà, donc j'ai essayé de le calmer comme je pouvais. Donc voilà, j'ai été voir mon gynécologue, donc j'ai fait un peu de forcing pour me recevoir. Elle était assez surprise de voir de quand datait mon dernier rendez-vous. Donc elle m'a dit: ah oui, effectivement, va falloir faire une écho, une mammo. Donc elle m'a envoyée vers un confrère, il ne pouvait pas me recevoir tout de suite. Et j'ai appelé une amie qui était suivie plus. Elle m'a dit: non, mais va à Paris, tu vas voir, et tu vas être reçue assez rapidement. Et alors, ce qui me fait bien rire, il m'a un peu énervée au début, c'est j'arrive avec une ordonnance, avec une écho et une mammo, et on me voit arriver, 36 ans, mariée, 2 enfants, j'ai allaité, donc je rentre dans toutes les cases, pas d'antécédent de cancer dans ma famille, et il me dit: «Ah bah, vu votre jeune âge, on va commencer par l'écho, on ne va pas faire de mammo». Et là, je dis: «Bah oui, mais pourtant il y a écrit mammo». Donc et bon, il dit: «Elle peut savoir, hein, je suis assez, je garde pas ma langue dans ma bouche», et je lui dis: «Bah oui, mais bon, c'est marqué mammo, mais on va commencer par l'écho». Donc il faut savoir qu'on commence toujours par le sein non malade. Sein non malade, il voit rien, et sein malade, et là, et ben, effectivement, j'ai vu dans son regard, et il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de mettre le mot cancer, et cetera, tant qu'il n'y a pas de biopsie. Et donc là, il me regarde et il me dit: «Ça sent mauvais, mammo». Donc là, ma mammo, ça a pris une éternité. Alors, où tout le monde se plaint de dire ça fait très mal. Moi, j'ai rien senti. Moi, j'ai juste retenu que ça sentait mauvais. Là, j'ai les larmes qui ont coulé. Je pense que c'est la seule fois où j'ai pleuré. J'étais toute seule et je voyais le docteur qui revenait, fait: «Non, il faut encore faire plus d'images, il faut faire plus d'images, il faut faire plus d'images». Ça, c'était un vendredi. Le lundi, c'était juste avant de partir en vacances pour Noël, on me dit: «Ah bah non, mais il faut partir faire une biopsie». Biopsie, on m'a fait 6 piqûres avec des grosses aiguilles. Ben, il faut bien serrer les dents, et on se dit: «Bah, là, on est lancé dans un tourbillon». Et il faut savoir que la dernière personne que j'ai appelée lors de ce rendez-vous, c'est mon mari. J'ai eu beaucoup de mal à l'appeler. Donc, parce que mon mari a déjà une maladie, il est diabétique, et là, je me dis: «Putain, encore une merde». Donc voilà, mais j'ai 2 enfants, et j'avais où normalement j'étais censée être une maman avec ben, plein d'énergie, ils allaient avoir besoin de moi. Et ben, j'ai préféré penser plus à mes enfants qu'à moi-même. Donc du coup, ça a été ma force. Et cette maladie m'a apporté beaucoup. C'est-à-dire, au moins, j'étais très féminine. J'ai quasiment pleuré parce que j'étais chez mon coiffeur pour qu'il me coupe les cheveux, parce qu'on m'a dit: «Bah, vous allez perdre vos cheveux». Bah, j'avais les cheveux là, il faut les couper très courts. J'ai porté des bonnets, mais quasiment me cacher. Et quand ça fait très, très mal de perdre ses cheveux, et ben, j'ai appelé mon coiffeur, Anthony. J'ai dit: «Ben, Anthony, il faut que tu me rases la tête». Il me dit: «Mais là, tu es sûre?» J'ai dit: «Oui». Et ben, j'étais toute souriante, et c'était libérateur. Il
Rien que le fait de prendre une douche, d'avoir cette sensation sur le corps, c'est une liberté, me dire, OK, là, je comprends ce qui m'arrive. Et j'étais bien dans mes baskets. Et c'était aussi important pour moi de montrer à mes enfants que maman, malgré ce qu'elle allait traverser, eh ben, je serai là. Certes, ça fait peur. Dans le mot tumeur, il y a écrit tu meurs. Mais moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'ai vu, je me trouve chanceuse au jour d'aujourd'hui, en 2022, d'être suivie à Curie par des très bons médecins. Qu'à mon hauteur, ben, je dis oui à toutes les études. Si je peux aider à mon niveau, je vais aider. Et de me dire que non, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, mes enfants, quand je me suis rasé la tête, je suis venue avec un bonnet et j'ai montré la photo à mes enfants et dit voilà, maman, elle est comme ça. Mon fils de 6 ans m'a dit maman, c'est chouette, tu n'auras pas besoin d'attraper des poux. Ma fille qui me dit de 2 ans, ah ben non mais c'est vrai maman, je vais pas pouvoir te coiffer. Ben c'est pas grave, il y a des bandeaux, il y a des serre-têtes. Il y a tout ça. Et en fait, les enfants prennent ça avec une telle facilité. Moi, je me souviens, mon fils au début m'a dit, mais il est hors de question que je te voie sans bonnet. J'ai dit, ben, très bien, Paul, tu veux pas me voir sans bonnet? Ok, je respecte ton choix. J'ai porté le bonnet à la maison. J'ai respecté son choix. Un jour, eh ben, je sais pas, il a décidé qu'il voulait me voir sans cheveux. Et là, il me regarde, il me dit, oh, maman, mais qu'est-ce que t'es belle. Et bien là, j'ai dit, alors j'ai le droit d'enlever mon bonnet? Il fait oui. J'étais sans bonnet. Et bien là, je sortais dehors sans bonnet. Je me mettais des boucles d'oreilles que ma fille m'a pris la tête pour avoir les oreilles percées. À l'âge de 3 ans, on va lui offrir des perçages aux oreilles. Elle n'a même pas pleuré. Je des boucles d'oreilles comme maman. Je pense qu'on peut apporter, certes, c'est très difficile. Mais je pense aussi que c'est la façon comment on l'accueille. Moi, j'ai préféré me dire, on peut en mourir, certes, hein, c'est au-dessus de ma tête, on peut mourir, mais je suis OK avec ça. Le jour que je me suis fait mon ablation, c'était la première fois que je me faisais opérer. J'ai jamais eu d'anesthésie générale. J'ai dit à mon mari, je te donne tous mes codes d'accès. Si je meurs, tous les accès pour les comptes, etc. Etc. Et alors, il faut savoir, ça va faire rigoler parce que bon, avec Eddie, donc j'ai allaité mes enfants et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais en parler. Pour honorer ce sein qui a nourri quand même mes enfants, mes 2 enfants. J'ai appelé mes copines hyper proches et j'ai dit, écoutez, demain, on va faire une fête. Ah bon, elle était sérieuse? Oui. On va faire un modelage de ma poitrine. Oui. Pourquoi à chaque fois qu'on fait une étape de notre vie, c'est-à-dire qu'on va se marier, on fait un enterrement de vie de jeune fille, quand on décède, on fait des enterrements, même maintenant on fait des fêtes pour les divorces, on fait des baptêmes, on fait tout... Je dis mais pourquoi je ne ferais pas une fête? Pourquoi on devrait voir ça comme du négatif? Je dis je veux dire au revoir à mon sein. Mon mari m'a dit mais tu es complètement folle. Il a même menacé le chirurgien qui a dit oui, c'est une très bonne idée. Il a dit je vous préviens, si vous ratez ma femme, le buste il est chez vous. Parce que alors moi, je débarquais on va le mettre dans la chambre. Hein. Il m'a dit non mais je ne veux pas voir ça. Et mes copines, elles m'ont suivi dans ce délire. On était à l'hôtel, on a fait le bordel. J'ai mis une guirlande avec tous mes soutiens-gorge que je ne pourrais plus porter. Mes copines s'en servies. Il est beau celui-là, je peux le prendre. Vas-y, fais-toi plaisir. Je ne le porterai plus. Et voilà. Et en fait, j'ai pris tout ça avec légèreté parce que je pense que c'est aussi l'image que j'ai envie de transmettre. On a la chance aujourd'hui de pouvoir être entouré de bons médecins. Dans certains pays, ils n'ont même pas une prise en charge comme on l'a aujourd'hui. Moi, j'en reparle encore de la posture qu'on a fait. J'ai dit, mais c'est vrai, on n'y pense même pas. Moi, je porte pas de prothèse. Je me sens bien dans mon corps comme ça.
Je dis, pourquoi je vais me cacher derrière une prothèse? Ça fait partie de moi. Ok, j'ai plus de sein, j'ai qu'un seul sein, on peut vivre avec. Mes enfants l'ont vu. Effectivement, au premier abord, mon fils a regardé faire. Oh, je dis, bah, tu la trouves pas belle? Elle est jolie, ma cicatrice. Oui, bah, si tu le dis. Je dis, bah, tu as le droit de ne pas l'aimer. Mais voilà, c'est des façons de comment apporter les choses aux enfants. Et alors, aussi, c'est aussi de donner le droit à la femme de se dire, parce qu'on nous pose souvent tout de suite la question, est-ce que vous êtes reconstruite ou pas? Alors au début, je dis oui, vraiment, je veux reconstruire. Alors, super curieuse, je pense que c'est fait peut-être exprès. J'ai regardé la vidéo de la reconstruction, donc les différentes façons de reconstruire. Je me dis, je ne sais pas trop en fait. Si j'ai envie de repasser sur le billard, 6 heures, avoir des cicatrices un peu partout, je ne sais pas, à réfléchir. Et donc, je me laisse le temps. Donc là, je me laisse porter. J'écris un livre actuellement sur les questions que m'ont posé mes enfants et comment j'ai répondu. Parce qu'il faut savoir que, alors j'ai cherché, hein, comment expliquer une ablation à mes enfants, c'était compliqué. Alors, j'ai justement parlé avec mes mots, à 4, avec mon mari, mes 2 enfants, tranquille. Et j'ai dit, bah, écoute, maman, elle a fait de la chimio. J'ai bien réagi, parce qu'on vous le dit, hein, il ne faut pas parler de guérison. Donc, j'ai dit, bah voilà, en plus de la chimio, maman va devoir enlever un sein. Et alors là, mes enfants m'ont regardé avec des gros yeux, comment ça, va te faire enlever un sein? Oui, le sein qui est malade. Et bien, automatiquement, mon fils qui me dit, mais c'est chouette, maman, tu vas avoir un nouveau sein tout beau, tout propre, on va te le recoller avec de la glu. Oui, si tu veux, on peut voir ça comme ça. Mais tu sais que aussi, maman, elle a le droit aussi de vivre qu'avec un seul sein. On peut vivre avec un seul sein ou avec 100 seins. Et voilà, c'est tout ça. Qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, mes enfants, mon fils a très bien passé son CP. Ma fille, elle attendait quasiment tous les jours que je me fasse opérer parce que je leur avais promis qu'ils auraient un cadeau. Donc, c'est demain que tu te fais opérer? C'est demain? C'est demain? Non, c'est pas demain. Et du coup, elle a demandé une tête à coiffer. Donc, le jour que je suis sortie de l'hôpital, ma fille, elle a eu droit à une tête à coiffer. Donc, la pauvre, elle ressemble à rien. La coiffure, heureusement, j'ai les cheveux courts. Et Paul, il a demandé un harmonica, voilà, pour faire de la musique. Et j'étais hyper soutenue. Il faut savoir aussi que dans cette maladie, on n'est pas tout seul. On peut facilement parler, échanger. Et que il faut être aussi d'accord que certaines personnes voient ça avec peur, que ça fait contagieux. Alors mon fils m'a dit ça, maman, tu es contagieuse? Non, c'est pas contagieux. T'inquiète pas, tu peux continuer à me faire des bisous, c'est pas contagieux. Et voilà, et puis Eddy a beaucoup aidé aussi parce que on a beaucoup échangé. J'ai eu beaucoup de questions et je la remercie parce qu'il y a aussi un suivi qui on ne peut pas forcément retrouver avec l'oncologue, le radiothérapeute, tout ça. Donc aujourd'hui, je suis en radiothérapie. J'en ai 25, c'est très long. Et tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais le dire. Moi, je trouve que la radiothérapie, c'est beaucoup plus difficile que la chimie. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours à l'hôpital. C'est 40 minutes de trajet pour 5 minutes. Toujours. Les bras en l'air, le marquage, mes premiers tatouages, je pourrais dire. Maintenant, je fais partie de la team tatouage. C'est avec à la radiothérapie. Les petits points. Alors, mon fils qui dit, tu vas avoir un petit lapin? Non, les petits points, ça suffit déjà. Et voilà. Donc, je pense que c'est de la façon comment va être perçu. C'est très intéressant ce que vous dites de me muscler. Alors, moi, c'était effectivement, moi, mon bras, je peux faire ce que je veux. En plus, je suis droitière. C'est côté droit. Je peins, j'ai fait des bijoux. Etc. Et voilà, c'était mon hantise, hein. C'est de venir avec un bras gros pour l'utiliser. Mais je me dis, j'ai confiance en l'avenir, en la science. Et si à nous, à notre hauteur, on peut aider à la recherche, etc., peut-être que d'ici quelques temps, on pourra éventuellement faire une prise de sang et
peut-être s'apercevoir que, parce que oui, c'est pas génétique. J'ai la chance. Parce que ça, c'était génétique, c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc, dans mon malheur, il y a du positif. Hein. Il faut voir le positif. Et c'est surtout ça. Voilà, merci. Et Merci, désolée, je suis un peu long. Merci beaucoup de ces témoignages, de ces témoignages très différents. Oui. Mais, vraiment, je trouve très intéressant à partager. Ça, c'est important de partager d'une manière ou d'une autre, Ouais. vous avec vos enfants, votre entourage, et vous de matière plus large Ouais. par l'intermédiaire d'une association. Moi, je trouve que actuellement, entre guillemets bien pourtant, mais je trouve qu'on n'a pas toujours assez de retours comme ça, et ça fait aussi réfléchir les bien portants pour la prévention, entre autres aussi, et puis comment gérer aussi son entourage, comprendre, ça m'a dit, je pense que les soignants ont vraiment un grand rôle. Oui. Maria et puis Eddie remplissent ce rôle. Espérons que Exactement. la majorité des soignants puissent le faire aussi un jour, avoir une écoute de leur passion. Exactement. Très bonne écoute. Voilà, on va donc clôturer cette soirée avant une collation qui nous sera offerte par Alvadiem, le laboratoire qui participe à cette manifestation de soirée, qui est un soutien de cette soirée, en soutien de cette soirée. Donc, Célia, vous êtes pédicure-podologue aussi, vous avez fait un master ingénierie sciences du mouvement humain. Et là, le thème de votre travail de fin de master, c'était inclusion d'une analyse quantifiée de la marge dans le parcours de soins des patients en scénologie. Moi, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Quand j'ai présenté notre soirée aux entretiens de podologie il y a 15 jours, on m'a dit « Ah bon, mais ça a une influence, la mastectomie, sur la marche » et ça étonnait certaines personnes. Donc, j'ai vraiment hâte de vous entendre. Alors, en fait, on a mis en place avec Eddie, pendant la durée de mon stage, une observation clinique à l'Institut Curie, du coup, ce qui nous a permis de pouvoir observer des patients qui ont eu une mastectomie totale. Donc, la mastectomie, c'est l'ablation de l'ensemble du tissu mammaire, comme on vient de le dire. On va juste préciser que le muscle est en principe épargné et le tissu cutané également. C'est juste le tissu mammaire qui est retiré. Alors, ce qui est déjà assez important, et pour certains patients, ce qui peut peser assez lourd. Et nous, on a cherché à observer les modifications de la marge des patients dans le mois suivant la mastectomie. Alors, on a pris des patients ayant une mastectomie totale unilatérale. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature sur ce sujet? Alors, déjà, il y a assez peu de choses réalisées sur les mastectomies totales. Il y a une étude qui fait état d'une modification de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace au bout d'1 an. Donc, ce sont toutes des études qui sont faites assez à distance, à partir d'1 an. Et ce qui est intéressant avec ces études-là, notamment celle de Mangone, c'est que ça traite des modifications de la colonne vertébrale donc dans les 3 plans, avec des patients qui ont eu des reconstructions et qui n'ont pas eu de reconstruction. Et on voit que dans les 2 cas, il y a des modifications, mais qu'elles ne sont pas les mêmes. On peut aussi faire état donc de limitation et de modification dans la mobilité du membre supérieur. Donc, on en a parlé un petit peu précédemment avec l'intervention kiné. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, le plus représenté dans la littérature. Et ce qui est un petit peu plus original et qu'on a vu que dans 2 études, c'est les plus grandes dépenses d'énergie pour le contrôle de l'équilibre postural. Alors, comment ils ont quantifié ça? En fait, il s'agit d'une analyse statique et d'une vision sur le déplacement du centre de pression lors du maintien de la posture statique. Et ils ont statué sur justement une plus grande dépense d'énergie pour le contrôle postural, toujours 1 an après mastectomie. Alors, la question que nous, on a voulu se poser, c'est mais y a-t-il des modifications du pattern de marche? Et il y a une étude qui parle un petit peu de pattern de marche, mais qui parle plutôt de la marche avec et sans prothèse, donc qui date de 2014 et qui utilise donc 3 centrales inertielles pour établir les paramètres de marche. Nous, on a plutôt préféré se concentrer sur la baropodométrie, quelque chose qui est plus accessible des podologues.
Alors, comment on a inclus cette observation dans le parcours des soins des patients? Donc, dans le parcours de soins, il y a la mise en place des traitements, l'indication de mastectomie totale et la consultation infirmière préopératoire. C'est là où le patient va avoir les premières infos, etc. sur l'opération. On a fait une première analyse de marche à ce moment-là. Donc, on n'a pas fait seulement une analyse quantifiée, on a fait un interrogatoire, un examen clinique et l'analyse quantifiée pour que ce soit, pour qu'on ait toutes les informations. On a placé la deuxième analyse au moment de la consultation chirurgicale post-opératoire. Ce qui fait que la consultation infirmière préopératoire est très rapprochée de l'opération chirurgicale pour la majorité des patients. Et ensuite, il s'est déroulé 1 mois, plus ou moins 2 semaines, entre l'opération et la consultation chirurgicale, donc notre analyse. Le patient continue ensuite ses traitements adjuvants, chimio, radiothérapie, bon, voilà. Et nous, ça nous a permis donc de traiter les données et puis de regarder un petit peu pour chaque patient qu'est-ce qu'on pouvait observer. Alors, le but, là, ça va pas être de donner des résultats ni des statistiques. Le but, ça va être de regarder un petit peu ce qu'on a vu de plus original et de se rendre compte surtout que ce qu'on a observé, c'était très patient-dépendant et que sur quelque chose de préliminaire comme ça, on avait plusieurs modifications qui n'étaient pas forcément les mêmes chez tous nos patients. Donc, on a commencé par un interrogatoire. Alors, ça, c'est l'interrogatoire classique des podologues, hein, poids, taille, etc. Les traitements, tous les antécédents des patients. Alors, c'est aussi le moment où on peut échanger avec le patient. C'est aussi le moment où on va lui expliquer qu'est-ce qu'on va effectuer après, etc. Donc, ça, c'est très important, surtout avec la population qu'on a, parce que c'est aussi un bon moment qui doit être passé. C'est pas quelque chose qui doit être pénible pour le patient. Puis l'examen clinique, donc ça c'est pareil, on a fait un examen clinique classique, on décharge les amplitudes articulaires, l'observation, donc les troubles trophiques, les durillons, la posture du pied, du genou, les structures, l'alignement des ceintures scapulaires, pelviennes, etc. Là, on ne cherchait pas à quantifier, on cherchait à observer à partir d'une posture, par exemple, du pied du patient et à peut-être expliquer une marche qui serait en relation avec une posture particulière. Ou si tout s'est modifié après, qu'on puisse avoir l'avant et l'après au niveau de l'examen clinique. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a mis un appui monopodal. Donc, on l'a fait de 20 secondes dans la littérature. Au-delà de 5 secondes, c'est un risque de chute. Il faut savoir que on n'a aucun patient qui a montré un risque de chute post-mastectomie, mais notre population était à peu près de 42 ans en moyenne. Donc, c'est aussi quelque chose qui est assez facile à faire en cabinet et qui est assez facile à faire en fait dans n'importe quel contexte et qui permet vraiment d'estimer un risque de chute chez les patients notamment plus âgés. Au niveau du matériel, on a travaillé donc avec la Zebris, qu'ils ont à l'Institut Curie, qui a un tapis de pression, qui a un tapis à capteur de pression capacitif et une caméra pour pouvoir faire un peu d'analyse vidéo. Alors, l'avantage d'avoir des méthodes comme ça, au-delà de l'examen clinique, c'est que c'est une méthode objective et précise. Et c'est indépendant de la subjectivité du praticien. Alors, en plus, le tapis est validé, donc ce qui peut nous permettre plus tard de publier, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, on voulait vraiment quelque chose qui puisse être quantifié. Au niveau de l'analyse, on a quand même réalisé une analyse statique parce que c'était la principale étude qui était retrouvée dans la littérature et on voulait pouvoir se situer. Au niveau de l'analyse statique, on a fait 3 fois 30 secondes, les regards droits, les bras le long du corps, les patients à même distance du mur, avec 30 secondes de pause entre chaque analyse. Donc, c'est un type d'analyse qui est utilisé dans la littérature, c'est pas le seul. Et la fréquence d'enregistrement, c'est de 100 Hz. Alors, au niveau là des résultats qu'on a eu, on a eu une ellipse de confiance. Ça comprend 95% des positions du centre de pression. Le centre de pression, c'est ce qui va se déplacer lors de la posture statique du patient. Donc, c'est les petits traits noirs. Et l'ellipse, elle va encadrer 95% des positions. On a également regardé la vitesse du centre de pression et la longueur de la trajectoire. Alors, chez l'ensemble des patients, on a eu une augmentation plus ou moins franche en fonction des patients, ce qui est plutôt raccord avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc ça ne nous a pas spécialement étonnés. Mais ce qui est intéressant, c'est l'analyse quantifiée et l'analyse dynamique.
Donc, on a laissé aux patients 1 minute de familiarisation comme ils font pour les patients atteints de sclérose en plaques parce qu'on s'est basé sur les mêmes conditions d'utilisation de la Zébris. Donc, la Zébris est utilisée pour des patients qui sont atteints de Parkinson et pour des patients atteints de sclérose en plaques. Et on a fait plus ou moins le même protocole, donc 1 minute de familiarisation et d'expérience et 1 minute d'enregistrement à vitesse de confort. Qu'est-ce que c'est vitesse de confort? On a commencé à 0,8 km/h et on a monté progressivement jusqu'à ce que le patient nous dise « Ok, c'est bon, c'est ma vitesse à laquelle je marche d'habitude ». Donc, encore une fois, ça, c'est un protocole qui est validé dans la littérature. Et quelques exemples de ce qu'on a regardé et de ce qu'on a pu voir. Alors déjà, la chose la plus instinctive qui nous vient, c'est les paramètres de marche, rotation du pied, cadence, longueur du pas. Et donc, pour ça, on s'est rendu compte que les valeurs, alors déjà, étaient un peu perturbées par l'utilisation d'un tapis instrumenté, parce qu'un tapis instrumenté, ça modifie les paramètres de marche, ça peut modifier la longueur du pas, ça modifie la cadence, mais que ces résultats étaient totalement patient-dépendants. Sur 11 patients, on n'a pas un seul patient qui réagit pareil au niveau des paramètres de marche. Donc ça, on s'est dit, est-ce que c'est une limite? Est-ce que c'est totalement quelque chose qui est patient-dépendant? Ce qui est un petit peu plus intéressant à voir, c'est qu'au niveau de la force de réaction au sol. Alors, la force de réaction au sol, qu'est-ce que c'est? Quand le pied se pose sur une surface, il y a une force qui a été exercée par le pied, c'est la force du sol en réaction à celle-ci. Ce qui nous a beaucoup intrigué au départ, c'est que les modifications concernaient pas que le côté de l'opération, mais concernaient même plutôt le côté contralatéral à l'opération. Donc là, on le voit, c'est la courbe en vert et rose, c'est le côté contralatéral, et la courbe en rose et bleu, c'est le côté du côté de la mastectomie, donc du côté de l'opération. En bleu, c'est avant opération, en rouge, c'est après opération. Alors, les courbes de force, comment ça se lit? C'est une courbe qui est très caractéristique. Le premier pic, c'est la pose du talon au sol. Le deuxième pic, c'est l'impulsion. Donc, on voit par exemple une chute de la force de réaction au sol au milieu de la phase de simple appui du côté contralatéral à la mastectomie. Alors, ça nous fait penser à quelque chose qui se passerait sur le haut du corps. On a également remarqué chez certains patients une diminution de l'amplitude du deuxième pic de force de réaction au sol. Ça, dans la littérature, en tout cas, c'est décrit comme possiblement allant de pair avec une position antériorisée du buste. Donc, on a pu formuler cette hypothèse. Alors là, c'est la chute de la force de réaction au sol du côté contralatéral. Donc, on voit qu'on la retrouve chez plusieurs patients de façon pas exactement de la même manière, mais il y a quand même une chute qui est présente au niveau de E1, donc le temps après l'opération. Ça donne à peu près ça au niveau des trajets du déroulement du centre de pression. Donc, on voit que qu'il se passe quelque chose, en tout cas, au moment de la phase de simple appui. Ce qui est également intéressant à noter chez certains patients, c'est le cyclogramme. Donc, le cyclogramme, c'est le déroulé du centre de pression lors de la marche. Ça comprend les phases de double appui et ça comprend également le transfert de poids. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant. Par exemple, on a une patiente qui a montré une démarche complètement antériorisée. Alors ça, faut prendre un petit peu de recul parce qu'on est sur un tapis instrumenté. Et quand on est sur un tapis instrumenté, les démarches ont tendance à être antériorisées. Donc, cette patiente présentait une démarche antériorisée même avant opération. Donc ça, on ne peut pas spécialement le comptabiliser. Et il y a une patiente qui présentait une plus grande variabilité d'appui. Donc, c'est le papillon qui va être le plus à droite. Donc, on a décidé de remonter au niveau plutôt de l'angulation des bras. Alors, pourquoi on s'est intéressé au mouvement des bras? Déjà parce qu'on est sur quelque chose qui touche le buste. Et on est sur quelque chose qui peut aller de pair avec une modification de la mobilité du membre supérieur. Une perte du mouvement des bras ou une modification du mouvement des bras pendant la marche, c'est une modification des paramètres cinématiques et cinétiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'établi. On a décidé de la faire par analyse vidéo chez certains patients. Donc, on a placé 4 marqueurs, face externe de l'épaule, épiphyse distale de l'humérus, face dorsale de la main et crête iliaque. Donc, on a un ensemble de cycles qu'on a normalisé. Et en fait, le mouvement des bras, ça m'a vraiment étonnée parce que chez tous les patients, là, il n'y avait vraiment aucun consensus.
Il y a même des patients qui ont montré un mouvement des bras supérieur lors de la marche après opération. Donc, la principale, par exemple, il y a des patients qui avaient une très, très grande variabilité, des patients qui étaient beaucoup moins variables et qui avaient une plus grande amplitude. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Que ça devait dépendre peut-être d'un autre critère. Alors là, il y a plusieurs hypothèses, on pourrait penser à plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut plus se concentrer sur une analyse du tronc ou du bras lors de la marche, parce que il se passe peut-être quelque chose à ce niveau-là qui explique une possible modification des paramètres de marche. Donc, en observation complémentaire, déjà et en limite, déjà travailler sur un tapis instrumenté, ça a certaines limites, une difficulté de calibration pour les patients. C'est quand même des patients qui peuvent avoir des douleurs, c'est des patients qui ont une forte appréhension à la marche. Un temps d'adaptation qui n'est parfois pas suffisant, on l'a vu avec la patiente qui avait une démarche plus antériorisée. Et une possible modification des paramètres de marche, une diminution de la force de réaction au sol, une augmentation de la cadence, etc. Donc ça, c'est des limites du tapis. Ce qui serait intéressant, c'est d'analyser de façon plus précise le membre supérieur et le buste, parce que la mastectomie, c'est quelque chose qui touche, encore une fois, le haut du corps. De prendre en compte, même si là, on n'a pas pu faire de correspondance, même si on les avait recueillis, le poids du sein, les limitations de l'épaule, la présence de curage axillaire ou non, et une analyse à plus long terme, parce que ce qui compte, c'est les stratégies d'adaptation à long terme des patients. L'idée, ce n'est pas de les remettre dans leur position avant mastectomie, mais de voir quelles sont les stratégies d'adaptation qu'ils adoptent et comment les accompagner si ces stratégies d'adaptation posent problème. En conclusion, déjà, la baropodométrie est parfaitement incluable dans le parcours de soins des patients. Et ça permet de faire une analyse quantifique et précise qui est validée et qui est précoce après opération. Ensuite, là, ce qu'on a observé, c'est que les modifications, elles étaient propres à chaque patient. Alors, il y a certaines choses qui ressortent, le comportement de la force de réaction au sol, ça ressort chez plusieurs patients, mais il y a des comportements qu'on ne va retrouver que chez un seul patient. Mais ce qui a été, par contre, ce qui est ressorti chez de nombreux patients, c'est l'appréhension à la marche et la peur de la douleur à la marche. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit aussi faire tilt et qui doit permettre d'orienter le patient et de mettre en place des solutions pluridisciplinaires. Ce qui va être important, c'est un patient qui va être enfermé sur son sein, un patient qui ne va plus avoir du tout d'amplitude de bras. C'est également de l'orienter, de pouvoir, par exemple, qu'il consulte une kiné si ce n'est pas encore le cas, pour qu'il puisse retrouver une marche normale, pour qu'il puisse même aller courir. S'il veut faire un marathon 5 ans après, qu'il puisse et qu'il n'ait pas de douleur d'adaptation ou de douleur qui serait due à une mauvaise adaptation du haut du corps ou à des séquelles au niveau du haut du corps. En tout cas, les solutions doivent être adaptées et elles doivent être individuelles. Je vous remercie. Merci. Alors, peut-être des questions, Maria, Eddy. Je connais un peu le sujet parce que c'est un sujet qui a été très intéressant. Je pense que c'était nouveau pour les équipes à l'hôpital d'avoir ce type d'analyse. Célia est allée démarcher les chirurgiens quand ils ont vu qu'on voulait commencer une étude comme ça les a surpris, mais ils ont été très vite partants pour ce type d'étude. Encore une fois, ça se fait dans le cadre de l'hôpital, mais je pense que le podologue, encore une fois en ville, doit être amené à pouvoir faire ce type de réflexion. Moi, j'ai trouvé cette soirée très riche, si on doit commencer à faire une petite synthèse. C'est vrai que je connais très bien Monica parce que je l'ai suivie sur tout son parcours. Mais si on doit aussi réfléchir à la prise en charge en ville, on a le temps, en fait, pendant nos consultations. On a de longues minutes où on peut discuter avec le patient et c'est toujours ces longues minutes qui manquent aux patients dans leur prise en charge. Donc voilà, ça c'est vraiment un message que j'ai vraiment envie de faire passer.
Et si je dois faire passer aussi un message à nos confrères en ville, quand un patient vient avec un antécédent de cancer, bah, ce n'est pas un antécédent qu'il faut mettre dans une case parmi l'interrogatoire du patient. Ça nécessite de prendre en considération sa maladie, la phase aussi dans laquelle il se situe, dans laquelle il se trouve. Et je pense que le podologue ne doit pas s'isoler en fait en ville. Il doit être un acteur dans la prise en charge de nos patients. Et que faut pas croire que l'hôpital est injoignable. On a besoin de ces retours. On a besoin de ces interactions aussi à l'hôpital, de dire je suis en difficulté. On ne peut pas voir tous les patients à l'hôpital comme on aimerait les voir. Et cette alerte, elle est nécessaire pour les patients, encore une fois, pour prendre en charge précocement tous les effets secondaires. Et puis, je pense que Monica aussi en a pas beaucoup parlé, mais elle s'est créée une certaine force. Son livre, je pense, sera quelque chose de topissime. Elle a une énergie qui est débordante et ça doit être un bel exemple de prise en charge. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Voilà. Alors, vous avez dit une fois, vous avez pleuré. Voilà. Donc, avec nous, quoi. Voilà. Et l'exemple, votre parcours aussi est très touchant. On a la chance d'avoir des témoignages comme ça et je pense que vos parcours, vos forces d'association, on doit les soutenir. Voilà, et que je pense que on fera le relais aussi de vos différents parcours. Voilà, moi c'est ma petite synthèse. Moi, je voulais vous remercier aussi. J'ai trouvé votre étude très intéressante parce que, s'il n'y a pas encore de significativité, peut-être que la population n'était pas très large. Je ne sais pas, vous êtes là. Très large, mais ça va venir. Elle était très faible. C'était vraiment un pilote. Voilà, ça peut aussi expliquer qu'il n'y a pas encore. Mais par contre, quand vous dites que vous avez observé chez tous les patients, si j'ai bien compris, une modification du pattern de marche ou de la poussée, et également en stabilométrie, en statique, c'est très important. Et là, ça rentre vraiment aussi dans la pratique de cabinet. Il y a beaucoup les hôpitaux sont peut-être aussi équipés, mais beaucoup maintenant de praticiens, peut-être pas un Zébris, parce que c'est quand même la Rolls, mais des bons, il y en a certains qui en ont, mais des plateformes ou des colorimétries statiques ou dynamiques. Et ça me paraît important pour le patient après, parce que je n'ai pas entendu aussi, vous évaluez la douleur du patient. Oui, on a fait une échelle EVA avant et après, voilà. Effectivement. Ce qui était pas forcément, il n'y avait pas forcément beaucoup plus de douleur après. Chez certains patients, en fait, il n'y avait pas de douleur même. Et chez certains patients, plus de douleur due à des effets secondaires donc de post-opératoire. Chez certains patients, moins de douleur parce qu'il y avait les douleurs de la ponction précédant l'opération. Et plus de modifications de la marche avec des patients douloureux. On n'a pas pu les corréler. Par contre, on n'a pas vu quelque chose se dessiner en faveur d'une modification plus importante chez des patients qui étaient douloureux. Non. Et on n'a pas eu de douleurs qui sont apparues au niveau pied, genoux, hanches, dos. Après, là, on était 1 mois. Mais c'est vrai, toi qui parlais de qualité de vie, la marche, ça fait partie d'un paramètre de la qualité de vie, de pouvoir reprendre une activité dynamique, tenir debout aussi sans se fatiguer, c'est important. Très belle étude, à poursuivre. Seulement, je voulais dire qu'à niveau des kinés, il y a les réseaux des kinésithérapeutes de sang qui tous les années s'engagent pour passer l'information à des patients. Je ne sais pas si vous connaissez. Et ça, c'est un petit guide pour les patients, pour apprendre à qu'est-ce qu'on doit faire à la maison tout le temps. Vous les connaissez ou pas? Non. On est pour vous. Merci. Et surtout, Josla Roland, que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup, du coup, j'ai amené les livres. C'est un bouquin qu'elle s'est fait exprès après l'opération des seins. Et ça sont des livres qu'on propose des exercices aux patients. Du coup, la virose, c'est maintenant... nous, au cabinet, on a des rameurs. Et fin juin, c'est les champions des
là à Paris, de l'Aviron. Ah oui. Et on va participer avec les patients de cancer. Ma collègue a fait 12 jours de cours au cabinet avec les patients. C'est très compliqué, en fait. C'est pas facile. Et voilà, c'est promouvoir les sports et le travail physique. C'est vrai. Voilà. Exactement. On va conclure donc cette soirée. Merci beaucoup, mesdames, de vous être déplacées. On va remercier aussi, elles sont très très discrètes, on va remercier de l'avoir Alvadium d'être là. Et puis, on espère qu'il y aura un numéro 2 en 2023 pour continuer avec. Et puis, merci vraiment à l'enthousiasme d'Eddie toujours pour informer et les patients et les professionnels de santé. Merci. Merci.